Mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, le gouvernement de Michel Barnier est sans doute sur le point de tomber, 3 mois après avoir été adoubé par l'extrême droite sur décision du président de la République. Le voici en passe d'être censuré par les voix des députés du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire, mettant fin à un périple parlementaire qui aura conduit le Premier ministre à négocier directement le budget de la sécurité sociale par téléphone avec Madame Le Pen. Le choix du président de la République d'avoir privilégié un accord avec l'extrême droite plutôt que de laisser le Nouveau Front populaire gouverner, alors même que cette coalition était arrivée en tête de l'élection, ce choix se retourne comme un boomerang sur le président de la République et sur la République et les Françaises et les Français. Il devra en assumer pleinement les responsabilités. La gauche a quant à elle, il me semble, une responsabilité historique. Plus que jamais, les formations politiques composant le Nouveau Front populaire doivent rester unies, prêts à gouverner le pays pour lui offrir une sortie par le haut à cette crise politique, en ouvrant notamment la voie à une grande réforme institutionnelle. Une réforme institutionnelle qui permette de sortir de ce système présidentiel et de changer le fonctionnement ordinaire de la République, une 6e République, une République parlementaire qui donne à la démocratie le temps de la respiration et du temps long. Et comme aucun système politique et aucune société ne peut durablement tenir s'il ne répond pas aux besoins essentiels de sa population, la gauche a également la responsabilité d'être unie pour conduire les transformations sociales et écologiques qui permettent de tourner la page politique dans laquelle nous sommes plongés. Comment faire société quand 4,2 millions de personnes sont mal logées en France, alors qu'on sait que le logement est un droit fondamental. L'État doit faire face aux besoins de construction de logements sociaux comme une de ses grandes priorités nationales et forcer les villes et les maires qui ne le souhaitent pas à le faire. Comment faire société quand le réchauffement climatique poursuit son œuvre de mort sur les espèces et bouleverse nos sociétés? Depuis 2 ans, les Pyrénées-Orientales n'ont pas connu de pluie, vivant de fait des restrictions d'usage de l'eau inédites. Faudra-t-il attendre le pire avant que des mesures nécessaires soient prises pour préserver notre environnement? S'unir pour réussir afin de mener les grandes réformes institutionnelles, sociales et écologiques dont nous avons besoin, c'est à mon sens l'ordre du jour du Nouveau Front populaire et de la gauche et des écologistes à l'échelle nationale. Nous nous réunissons donc dans un contexte de crise politique majeure pour notre pays. Elle vient s'ajouter à une situation financière inédite qui confronte notre collectivité, comme toutes les communes de France, à un très haut niveau d'incertitude au moment où nous entrons dans la préparation budgétaire. Déjà, durant les mois qui se sont écoulés, nous avons assisté à une campagne de désinformation massive visant à imputer aux collectivités la responsabilité du dérapage des finances publiques. Je n'ai eu de cesse de répéter avec de très nombreux autres collègues maires que cette campagne de désinformation n'était que mensonge et qu'il ne s'agissait que d'un calcul politique qui visait à masquer la réalité des responsabilités de la situation présente. D'une part, parce que les collectivités locales n'ont pas le droit d'être en déficit, et d'autre part, parce qu'elles ne peuvent emprunter que pour financer leurs investissements. À ce sujet, la part de la dette des collectivités dans l'ensemble de la dette publique est restée stable ces 30 dernières années. Elle a même baissé de 9% du PIB à 8,9% de la richesse produite ces dernières années. Non, cette stratégie
de désinformation n'a servi qu'à préparer le terrain pour annoncer des coupes budgétaires brutales. Près de 11 milliards d'euros en moins pour les collectivités locales étaient ainsi prévus dans les projets de loi de finances de l'État et de la sécurité sociale pour 2025. À Montreuil, cela représentait une perte nette de 6,2 millions d'euros, soit autant de services publics et de projets d'investissement compromis. Un impact que nous avons détaillé la semaine dernière à celles et ceux qui étaient présents en nombre à la réunion publique d'information sur le budget. Aujourd'hui, nous ignorons totalement dans quel cadre nous devons préparer le prochain budget de notre collectivité. Cette situation, ces nouveaux coûts portés sur le financement des collectivités locales renforcent, à mon sens, la nécessité d'une nouvelle loi de décentralisation qui permette aux collectivités locales de couper le cordon ombilical avec l'État et d'être totalement indépendantes financièrement pour mener à bien leur mission de service public local. En attendant, et dans cette période trouble et incertaine, je vous confirme que notre municipalité se concentre sur l'essentiel, dégager un chemin d'avenir pour Montreuil. Nous sommes engagés de manière forte et continue en faveur de l'éducation que nous avons placée au cœur de notre projet municipal. Depuis ce début de mandat, ce sont la création de postes d'ATSEM pour endosser toutes les classes de moyenne section dans nos écoles maternelles. C'est le retour en cantine publique de notre restauration scolaire, une décision structurante pour garantir une alimentation de qualité à tous nos enfants. C'est l'adaptation des capacités d'accueil pour nos enfants, toujours plus nombreux dans nos classes, avec la création de 2 groupes scolaires dans le Bas-Montreuil et dans le secteur Signac-Mur-à-Pêche, que nous avons inauguré ces dernières semaines. Et je tiens à, faire un grand merci à l'ensemble des équipes du secteur des bâtiments et de l'éducation, car les 2 établissements scolaires sont des établissements scolaires de grande qualité et qui permettent d'accueillir nos enfants dans d'excellentes conditions. Et nous continuerons à préparer l'avenir avec la mise en perspective de la construction d'un 3e groupe scolaire dans le quartier de la Boissière. À chaque fois, dans ces nouvelles écoles, je veux dire que nous avons mis en œuvre notre projet éducatif avec l'intégration d'espaces mutualisés, écoles et centres de loisirs et de développement de lieux adaptés pour les enfants porteurs de handicap, comme dans les locaux de l'ancienne école maternelle Aragon. Je veux dire que c'est pour la ville un investissement considérable que de dégager de vrais espaces, des espaces pour nos centres de loisirs, permettant du coup une vraie autonomie pédagogique, une autonomie de développement de projets, une autonomie spatiale, puisque les espaces sont séparés entre les équipes de l'éducation nationale d'une part et les équipes de nos centres de loisirs d'autre part. Et je veux dire que nous poursuivrons ce choix, notamment dans les rénovations et les constructions nouvelles, comme dans le quartier de la Boissière. C'est également l'investissement massif pour la réhabilitation de notre patrimoine scolaire pour améliorer les conditions d'accueil dans l'ensemble de nos écoles. Je veux dire au conseil municipal que cette année encore, les choix d'investissement se réaliseront à plus de 50% en faveur de l'école lorsque nous tirerons le bilan de l'année qui est en train de se finir. Chaque enfant de Montreuil doit pouvoir bénéficier d'un environnement propice à son développement et à sa réussite. Nous sommes également mobilisés sur la quotidienneté, sur la vie quotidienne de nos concitoyennes et nos concitoyens, avec un effort important, souvent
peu reconnu, tant l'ampleur de la tâche est grande, et je pense en particulier à nos agents du service de la propreté urbaine, que je salue ce soir et remercie chaleureusement pour leur engagement. Avec Est Ensemble, nous le verrons dans le bilan, nous avons changé le système, puisque nous avons désormais un ramassage des encombrants tous les lundis soirs, à intervalles réguliers, et nous avons un service spécial qui est organisé du lundi au dimanche pour le ramassage des tas sauvages. Vous vous souvenez peut-être de l'ancienne carte qu'il y avait dans le Montreuilois, qui était une carte bariolée avec des jours différents par quartier. Désormais, c'est un seul jour sur l'ensemble du territoire, et cela, avec l'aide des équipes d'Est Ensemble et de la ville de Montreuil, a contribué à réduire le nombre de points d'encombrants identifiés sur notre commune. C'est un combat que mènent nos agents 7 jours sur 7, avec des ramassages plus fréquents, et je veux les remercier. Je veux dire également, et nous aurons l'occasion d'y revenir en février lors d'un point d'étape en conseil municipal, que nous entendons durcir le ton en direction des fauteurs de saleté, de ceux qui considèrent que l'espace public leur appartient et qu'ils peuvent en quelque sorte l'abîmer dans n'importe quelle condition. Nous avons contribué à modifier les règles de droit à ce sujet. Nous sommes depuis maintenant plusieurs mois sur certains sujets et bientôt sur d'autres rodés. Nous avons la possibilité de mettre des amendes allant de 135 € à plus de 1 200 € pour un certain nombre d'entreprises et de commerçants qui considèrent l'espace public comme leur poubelle et le lieu où ils peuvent tout se permettre. Nous aurons un point précis sur le bilan de ces amendes au cours de l'année 25 lors du conseil municipal de février, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros d'amendes qui ont été engagées et délivrées. Et je veux dire que nous allons continuer, tant il est vrai qu'à partir du moment où on a rétabli de bonnes conditions de service, où nos agents font leur travail, où le système est clair et compréhensible, nous ne pouvons pas accepter les comportements en ce domaine. Je veux dire que la verbalisation est pour nous pas du tout un moyen de finances publiques, elle est un moyen avant tout de changer les comportements, d'obtenir un changement durable des comportements, car il n'y a pas de raison que le cadre de vie des Montreuilloises et des Montreuillois ne soit pas respecté, ceci nous permettant également, par un meilleur comportement d'un certain nombre d'entreprises, de fauteurs de troubles, mais également de commerçants et de particuliers, de réduire les coûts de traitement de déchets en permettant qu'ils soient traités à la source. C'est donc un cycle vertueux. La tâche est difficile, nous devons faire mieux et nous donner les moyens d'agir pour offrir un espace public accueillant et respecté aux Montreuilloises et aux Montreuillois. Enfin, nous agissons pour réussir à transformer pas à pas notre espace public et à adapter notre ville aux défis du présent et de l'avenir. C'est l'arrivée de la ligne 11 du métro et à l'horizon du prochain mandat, l'arrivée du tramway T1, avec des aménagements à créer autour des stations, des espaces verts nouveaux qui verront le jour le long du boulevard urbain et l'implantation de nouveaux commerces et d'autres activités économiques. De ce point de vue, nous avons la conviction que le métro arrivé dans le quartier de la Boissière doit être l'occasion de pousser en avant le tissu commercial et contribuer à son développement. C'est l'anticipation, bien évidemment, du changement climatique
et de la hausse des températures, avec le développement d'îlots de fraîcheur et d'espaces ombragés, avec le plan arbre, mais également le grand chemin dont les travaux ont commencé à Montreuil, ou la rénovation de la Croix de Chavaux, dont les travaux ont démarré il y a quelques jours désormais, et qui sera, dans moins d'1 an, transformée en profondeur pour devenir accessible, agréable, arborée, et ainsi, en quelque sorte, après la transformation qui est intervenue dans le quartier de la mairie, autour de la place Jean Jaurès, de soutenir aussi, par la réhabilitation de la place de la Croix de Chavaux, le développement de notre centre commercial de la Croix de Chavaux, permettre également d'accompagner les ouvertures nouvelles, bien sûr celle de notre conservatoire réhabilité, remis à neuf, mais également la maison de danse contemporaine et des cultures hip-hop qui ouvrira d'ici 1 an dans les locaux de l'ancien Médiès. C'est enfin l'amélioration du cadre de vie des habitantes et des habitants de nos quartiers populaires avec les grands projets de renouvellement urbain des quartiers Lanoux, Clos Français et Morillon qui sont entrés activement en phase d'action s'agissant des bâtiments des logements sociaux avec les opérations de rénovation thermique. C'est la deuxième phase qui va commencer en matière d'aménagement des espaces publics, de réhabilitation de nos espaces scolaires, mais aussi de réorganisation des espaces qui fonctionnent mal et qui sont source d'insécurité et de difficultés pour nos habitantes et pour nos habitants. Dans ce contexte, mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, plus que jamais, s'unir pour réussir prend son sens et s'impose comme une évidence. Pour ce qui est de la ville de Montreuil et de la municipalité, dans un contexte d'incertitude maximale, nous entendons, avec l'union des forces de gauche et écologistes, continuer à mettre en œuvre un projet solide, sérieux, au service des Montreuilloises et des Montreuillois, de leur présent comme de leur avenir. Montreuil ne doit jamais demander la mise à la rue de femmes, d'enfants et d'hommes en pleine trêve hivernale et sans aucune solution de relogement. Le 10 octobre dernier, dans notre ville, plusieurs dizaines de personnes ont été expulsées d'un squat à la demande du propriétaire des lieux, d'anciens locaux professionnels, et sur décision du préfet. Quelques places d'hébergement d'urgence ont alors été proposées, mais trop étaient limitées à quelques nuits seulement. Plusieurs familles et personnes seules se retrouvent donc à la rue depuis désormais bientôt 2 mois. Jeudi 20 novembre, certaines d'entre elles ont trouvé refuge dans un ancien bâtiment scolaire inoccupé depuis plusieurs années et appartenant à la mairie. Monsieur le maire, vous avez alors décidé sans délai de prendre un arrêté entraînant l'expulsion de ces personnes par les forces de police. À aucun moment, la majorité municipale n'a été consultée avant cette prise de décision. À aucun moment, une solution de mise à l'abri n'a été proposée à ces familles, et alors que dès le lendemain, la neige tombait et les températures approchaient 0 degré. Avec mes collègues du groupe Montreuil Insoumise, nous avons immédiatement exprimé notre totale opposition à cette expulsion sans relogement et tenté d'ouvrir le débat au sein de la majorité municipale, dans l'urgence, pour inverser la situation. Rien n'y a fait. Nous avons pourtant agi en cohérence avec ce qui a toujours été un principe fondamental de notre action politique et que je rappelais à l'instant. Refuser toujours la mise à la rue d'enfants, de femmes et d'hommes en pleine trêve hivernale et sans solution de mise à l'abri. À nouveau, nous renouvelons donc notre appel à ce qu'une solution de mise à l'abri des familles encore à la rue soit rapidement trouvée, car il s'agit là aussi et à notre échelle, de résister et d'empêcher que ce que nous avons toujours refusé, tous ici, paraissent désormais acceptables. Le nouveau Front populaire s'est construit sur des bases programmatiques communes et des valeurs partagées, de solidarité, de fraternité et de souci de celles et ceux qui sont dans la difficulté. Ce sont ces mêmes valeurs qui ont fondé le programme que nous avons porté devant les électrices et les électeurs montreuilloises et montreuillois aux dernières élections municipales.
Et ce sont enfin ces valeurs qui ont conduit des dizaines d'habitantes et d'habitants de notre commune à se mobiliser pour soutenir ces personnes expulsées. Nous ne pouvons nous en affranchir. Mes chers collègues, monsieur le maire, mettre à la rue des gens qui n'ont rien, avec leurs enfants et en pleine trêve hivernale, était une grave erreur. C'est une décision aux antipodes de nos engagements politiques respectifs. Et par-delà nos différences. L'humain, la solidarité, l'empathie, oui, l'empathie, la fraternité et la bienveillance ne peuvent être écartés de la sorte de l'action municipale. Montreuil l'a souvent démontré, l'ADN de cette ville, ça n'est pas ça. Il est encore temps d'agir et nous appelons donc à un sursaut de conscience, de cohérence et d'humanité sincère. Vous avez fait aux habitants du 31 rue Gambetta pire encore que ce que vous aviez fait à ceux du 30 rue Gambetta, je serais au 32, je m'inquiéterais, qui vous avait valu, d'ailleurs, l'expulsion que vous aviez faite du 30 rue Gambetta il y a des années, vous avez valu en 2017 une condamnation par le tribunal judiciaire pour voie de fait. Vous avez fait pire que ce que prévoit la loi Kasbarian. Vous avez fait du Kasbarian augmenté. Et probablement le premier maire en France à l'avoir fait, comme ça, depuis la loi Kasbarian en plus. Pourtant, cette loi, elle avait été bien dénoncée par toute la gauche comme profondément antisociale, la loi anti-squatteur. Vous avez aussi fait pire que l'État, qui en octobre, comme l'a rappelé le collègue Thomas Mettet, avait fait procéder à l'expulsion des habitants du 31 rue Gambetta, expulsion que vous aviez alors, avec l'ensemble de la majorité municipale, qualifiée de criminelle. Pas de honte, pas de décence. Hein. Finalement, cela finit par faire système, avec un certain nombre de déclarations qu'on pouvait trouver étonnantes, mais qui finalement deviennent logiques. Par exemple, ce que vous racontez au Jour du Seigneur, ou quand, très récemment, vous tressez des lauriers sur France Télévisions, à ce même Henri Retailleau que quasiment chaque intervenant a ici vilipendé. Vous trouvez ces propositions intéressantes et vous vous vantez d'avoir fait du Retailleau avant Retailleau. Oui, Bruno, mais comme ça a été dit Henri tout à l'heure, j'ai repris bêtement. Voilà. Évidemment, vous devez probablement regretter que votre pote Retailleau soit probablement en train de devenir un ministre démissionnaire. Mais bon, peut-être qu'il pourra continuer à développer les bonnes idées que vous avez exposées donc sur France Télévisions, alors que vous auriez au moins pu dire qu'elles étaient de Migaud, mais non, Retailleau. Voilà. L'histoire a tragiquement montré ce que peut donner la dérive droitière, dure, réactionnaire d'élus communistes. En attendant, j'espère que dans la majorité, il pourra y avoir le sursaut dont parlait le collègue Thomas Mettet tout à l'instant, et qu'il pourra y avoir suffisamment de courage et de force pour redresser la barre, par exemple en commençant par arrêter toute expulsion de familles et de personnes précaires et en danger, et en allant sans attendre vers une solution, au moins d'urgence, pour les habitants du 31 rue Gambetta, que nous avons reçus ici, en conseil municipal, au dernier conseil municipal. C'est les mêmes qu'en quelques heures, quelques minutes, contre lesquels vous appelez la police, avec un arrêté illégal, strictement illégal. Et pourquoi pas aussi un petit sursaut de la majorité. Après tout, voilà, si on est de gauche, il faut de temps en temps s'en souvenir, en votant contre la 3e augmentation de tarifs de cette année, des tarifs municipaux, y compris pour les premières tranches du quotient familial et dans les centres sociaux. Ou, éventuellement, pourquoi pas, allons, soyons fous, en rompant avec la soumission au patronat le plus dur, la famille Muliez, dans ses demandes maximalistes contre le repos dominical. Alors, on verra, puisque c'est dans cette séance que ces questions vont être posées. En tout cas, ce que vous avez fait et la dérive dans laquelle vous êtes est inquiétante, et elle est une trahison aussi pour les gens qui vous font confiance quand vous dites que vous êtes de gauche. D'abord, je trouve que c'est tellement nul, tellement insultant, tellement
mensonger, tellement dégradant. S'agissant de Bruno Retailleau, j'ai été interrogé dans une émission sur le sujet des réseaux de narcotrafiquants. Et j'ai dit que j'étais d'accord avec 3 propositions qui étaient celles de la gauche sous la précédente mandature. La première, la création d'un parquet national anti-stupéfiants, comme ça a été demandé par nos parlementaires. La deuxième, que j'étais pour que les services administratifs et policiers aient un cadre de coopération, c'est-à-dire la proposition d'une DEA à la française. La troisième, pour que nous mettions le fer sur les réseaux de blanchiment. Et ce que vous dites, c'est-à-dire la dépêche AFP, la dépêche France Info, fait par un bâtonnier qui a transformé cela en « il est d'accord avec Bruno Retailleau » de la manière journalistiquement la plus fausse, la plus bête, la plus mensongère, et le reprendre comme ça, dans une intermittence de l'indignité, dans une intermittence du mensonge, à venir faire votre petit numéro et à appuyer, à essayer de voir où ça peut sentir mauvais et où on peut faire un petit mensonge. Je trouve ça dégradant pour vous. Et je trouve ça minable. La deuxième chose, s'agissant du petit théâtre qui a été fait, visant à dire « la mairie de Montreuil est une mairie expulseuse qui ne fait rien sur la question du logement d'urgence ». Je veux rappeler 3 choses fondamentales. La première chose, c'est que si la politique que mène Montreuil était menée par seulement la moitié des villes de la région parisienne, on résoudrait le problème du mal-logement dans le logement social et on résoudrait le problème du sans-abrisme. Je rappelle que la ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, est la première ville en nombre de places d'hébergement. Et je trouve donc qu'il y a dans la manière de parler de Montreuil, dans la manière de faire place à un discours insultant à l'égard de la politique que nous menons, une manière facile à l'heure où le logement social et le logement d'urgence est attaqué, facile de s'attaquer à ceux qui font, à ceux qui agissent, à ceux qui construisent. La deuxième chose, c'est que je trouve, et je dis ça aux intermittents de la solidarité que vous êtes, Monsieur Cerne, il y a eu quelque chose de fondamentalement irresponsable à l'origine de cette histoire. Et je ne comprends pas comment des élus conséquents, se disant de gauche, peuvent soutenir cela. Ça a commencé avenue Pasteur, dans lequel une association a installé avenue Pasteur dans des locaux privés dangereux, dont le premier étage menaçait de s'effondrer, des familles, en disant « après, c'est à Montreuil de faire face ». Je trouve ça irresponsable. Irresponsable. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, notamment lors du débat au bureau municipal par vous, Thomas Mettet, la situation n'est pas du tout la même lorsqu'on est en responsabilité publique ou dans le secteur privé. Lorsqu'on est dans le secteur privé, c'est-à-dire lorsque des bâtiments sont squattés, par parenthèse, la ville de Montreuil n'a jamais demandé l'évacuation de squats privés que pour 2 motifs. Le premier motif, la dangerosité. Le deuxième motif, des activités dangereuses et problématiques pour le voisinage. Tout le reste,
On n'a jamais demandé l'expulsion. La grande différence entre être responsable quand on est un propriétaire, c'est qu'on est immédiatement, quand le logement est squatté, placé sous la protection du préfet et de la loi, quand le maire demeure responsable. Et c'est la différence fondamentale. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que franchement, si on pense, alors que des comptes rendus ont été faits, des messages ont été donnés, dans lesquels il a été reconnu que les listes qui ont été fournies étaient mensongères. Si on pense qu'à un an d'une échéance électorale, on va pouvoir se livrer à toutes les manips de base et permettre, et moi en tant que maire, que la puissance publique dise tout simplement « Allez-y, les gars, soyez irresponsables, on sera irresponsables pour deux », la réponse est non. Ensuite, s'agissant des personnes, comme ça a été toujours le cas, et le positionnement de la municipalité, naturellement, le dialogue ont repris et seront repris directement avec les familles concernées, sans intermédiaire, pour permettre que les choses avancent dans l'intérêt de ces familles et de ces enfants. Mon dernier mot, ça sera pour dire que pour l'ensemble des adjoints qui ont à vivre des situations de permanence, j'aimerais dire que le relogement d'urgence et les problèmes de relogement d'urgence des femmes victimes de violences, des enfants foutus à la rue parce qu'ils ont accouché dans nos hôpitaux et que maintenant, il n'y a plus que 2 semaines de relogement d'urgence pour les familles qui sont... On a 1700 enfants qui, dans le quart est parisien, sont potentiellement en situation de sans-abrisme. C'est notre réalité commune. Et donc, je veux vous dire qu'évidemment, la ville de Montreuil et la municipalité est extrêmement engagée, continuera de le faire. Nous avons 132 personnes qui, dans le cadre du relogement des familles roms de l'ancienne Paul Signac, ont été placées sous responsabilité municipale. Et la ville de Montreuil va continuer à agir et agir de manière organisée. Mais une chose est certaine, nous ne nous plierons pas aux différents chantages qui seront organisés dans les semaines qui viennent. Et je le redis, ce que vous avez dit sur Bruno Retailleau et ce que j'aurais dit, c'est minable, minable et encore minable. Eh bien, je vous le redis une 5e fois, minable, minable, politicien de base, nul. À l'heure où, au niveau national, l'absence de majorité à l'Assemblée plonge notre pays dans une situation inédite, on aurait pu penser qu'une ville comme la nôtre, gérée par un maire de gauche disposant d'une majorité écrasante de 51 élus sur les 55 contre le conseil municipal, un maire dont la majorité va du Parti communiste aux écologistes, en passant par le Parti socialiste, Génération et LFI, on aurait pu penser qu'un tel maire disposait d'un cap politique clair pour faire des choix et mener des politiques publiques adaptées à son territoire. Arrêtons-nous quelques instants précisément sur le cap politique qui est supposé incarner cette majorité jusqu'ici. Au-delà de la communication, je dois avouer que je le cherche et je pense ne pas être la seule. Comment faites-vous, monsieur le maire, riche des valeurs dont vous vous réclamez, pour expulser en pleine trêve hivernale et alors qu'un épisode neigeux est annoncé? Comment faites-vous pour expulser des femmes et des enfants, parmi lesquels des nourrissons de 2 mois, en réquisitionnant qui plus est la force publique? Au-delà de toute considération politique, notre humanité commune commandait la mise à l'abri. Cette façon d'agir est loin d'être un cas isolé. En effet, je me souviens d'un épisode qui a fait moins de bruit. C'était en début d'année, cette année, lorsqu'un incendie avait ravagé 2 étages du foyer ADEF. Vous aviez été dans l'incapacité, en plein hiver, de mettre à l'abri des travailleurs momentanément sans abri. Après avoir passé une nuit dehors et une autre au cinéma Méliès, il a fallu que ce soit un collègue à vous, le maire communiste d'Ivry, qui ouvre un gymnase sur sa commune pour les mettre à l'abri, le temps que le gestionnaire du foyer leur trouve des solutions. Au-delà de ce grand écart permanent entre la parole et les actes, je voudrais m'arrêter, moi, quelques instants sur un autre mal dont souffre de mon point de vue la gestion de notre ville. Il s'agit de l'absence de pilotage réel de nombreuses politiques publiques. Pour illustrer ce point, je vais parler de la politique de la ville. Vous êtes maire depuis plus de 10 ans maintenant et la fracture entre quartiers dans notre ville, loin de se résorber, s'est approfondie.
Entre deux contrats de ville de 2014 à 2024, loin de se réduire, le périmètre de la politique de la ville s'est élargi. Plus qu'une question de fracture entre le haut et le bas, on voit que la question devient de plus en plus celle de la persistance de poches de pauvreté, parfois en plein centre-ville. Et en disant cela, je pense par exemple à la Cité de l'Espoir. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais d'ores et déjà à dire quelques mots sur la réalité que vivent les habitants de ces enclaves de pauvreté. C'est une réalité de sous-administration et les chiffres sont parlants. Parfois, 40% des jeunes de 15 à 24 ans dans ces quartiers sont déscolarisés. La ville ne peut pas tout, c'est vrai, mais c'est bien à la ville et à ses élus de prendre ces réalités à bras-le-corps. Quand dans ces quartiers, les antennes de vie de quartier sont en sous-effectif, on a du mal à penser que vous prenez cette réalité à bras-le-corps. On a du mal à croire que vous preniez ces réalités à bras-le-corps quand vous fermez dans ces quartiers des services publics de proximité, comme vous l'avez fait en fermant en début de mandat, en 2020, le centre de santé Tawhid Ben Cheikh au Bel Air Grand Péché. On a du mal à croire que vous prenez ces réalités au sérieux quand vous faites le choix de mobiliser le service jeunesse sur l'organisation d'un campus et d'autres événements du même ordre, alors que dans ces quartiers, entre 30 et 40% des jeunes de plus de 15 ans sont déscolarisés. Je ne parlerai même pas de la prévention spécialisée quasi absente dans certains quartiers. Par une communication habile et massive, vous parvenez à dissimuler au quotidien ces réalités. Mais ce choix est un choix dangereux qui affaiblit de mon point de vue la portée de l'action publique dans son ensemble et en matière de politique de la ville, plus que dans tout autre domaine, cet affaiblissement de la puissance publique est dangereux. Il n'y a pas qu'en matière de politique de la ville où le primat de la communication et le déficit de pilotage de l'action publique est générateur de dysfonctionnement. Arrêtons-nous quelques instants sur la question du stationnement et le plan arbre. Vous avez décidé, monsieur le maire, de lancer un plan de plantation d'arbres. C'est une très bonne initiative, mais que pour que cela réussisse, encore faut-il qu'il y ait un pilote dans l'avion. Pour illustrer mon propos, je vais prendre le cas du quartier Branly-Boissière, où il est annoncé sur le site de la ville la plantation d'arbres rue des Roches, rue Édouard Branly, ainsi que sur l'ensemble des petites rues à prénoms avoisinantes. Au-delà des problématiques liées au passage du bus sur Branly, ces plantations vont bien évidemment venir supprimer des places de stationnement. Pour comprendre les tensions que ces décisions vont produire, il ne faut pas aller chercher bien loin. Dans le dossier de séance du conseil municipal de ce soir, il y a le diagnostic du contrat de ville. Au niveau du quartier Branly-Boissière et plus précisément au niveau de la Cité de l'Amitié, on nous dit dans ce document que les parkings souterrains sont inaccessibles, les box sont condamnés, le parking extérieur n'est pas sécurisé. S'agissant de la Cité Jules Verne, les parkings ne sont plus sécurisés. Dans le plan d'action des bailleurs sociaux pour les 6 ans à venir, il y a précisément l'objectif de sécurisation de l'ensemble de ces parkings. Expliquez-nous comment, monsieur le maire, avec votre majorité, vous pouvez présenter un tel diagnostic sur la question du stationnement dans le quartier et venir dans le même temps prendre la décision de supprimer des places de stationnement supplémentaires utiles aux habitants du quartier qui ont encore besoin de leur voiture et qui ont donc besoin de places pour les stationner. On a l'impression que ce que la main droite fait, la main gauche l'ignore. On ne peut pas naviguer à vue pour conduire les affaires d'une ville de 110 000 habitants en pleine transformation et qui par ailleurs doit relever des défis nombreux. Au-delà de des tensions que cette décision va générer, cette façon de faire est coûteuse pour les finances de notre ville. Je voudrais conclure mon propos en disant un mot sur la crédibilité de la parole publique, parce que c'est de cela aussi qu'il est beaucoup question. Pour illustrer ce dernier point, je prendrai appui sur le nouveau décalage que subissent les travaux de l'école Jean Jaurès, pourtant promis pour l'été 2024. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appris que parmi les causes du décalage, vous invoquiez notamment les coûts induits par la dissolution surprise de l'Assemblée nationale. Le coût pour la ville de cette élection est réel, mais ce sont essentiellement des coûts pour payer le personnel communal qui a participé à l'organisation de ces élections. D'aucune façon, ces coûts, certes importants, ne peuvent venir diminuer des sommes prévues pour faire des travaux dans une école. C'est tout simplement interdit par la loi. Vous avez fait le choix politique de ne pas prioriser ces travaux, il faut l'assumer, mais invoquer des raisons qui n'en sont pas, c'est dangereux, car cela fragilise la parole politique et la démocratie représentative. Je vous remercie.